Bonsoir. Ça marche? Ouais, ça marche, ouais. C'est bon, vous m'entendez? C'est juste un peu, Oui, génial. Merci, merci madame. Merci, merci, merci. Alors, vous allez voir ou revoir. Qui a déjà vu le film? Levez la main. D'accord, une personne. D'accord. Donc vous allez voir, et pour la plupart d'entre vous, voir l'un de mes films. Alors, je dirais, non pas un film noir. Ce film noir, en fait, c'est une appellation, en fait, qui est davantage pertinente pour les films criminels qui sont produits à partir de la fin de la guerre et qui sont essentiellement mis en scène et éclairés par des immigrés d'Europe centrale installés aux États-Unis qui fuyaient le nazisme. Et donc l'esthétique du film noir, qui était véritablement une esthétique avec de très forts contrastes entre le noir et le blanc, donc avec une lumière très contrastée, et puis véritablement des personnages qui sont véritablement dans une zone grise, à l'image de la lumière qui est mise en scène. C'est véritablement un genre qui s'épanouit à partir de la fin de la guerre. Là, véritablement, le Fonco maltais, John Huston, 1941, le film sort en octobre 1941, c'est-à-dire 2 mois avant Pearl Harbor et donc l'entrée en guerre des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est véritablement l'épitome du film criminel dans la mouvance de ce qui est produit dans les années 30 et dans le tout début des années 40, donc des films adaptés de grands auteurs de romans criminels, ce qu'on appelait très facilement à l'époque des pulps, donc et dont les 2 grands auteurs sont Raymond Chandler et Dashiell Hammett. Le Faucon maltais est donc l'adaptation du très grand roman de Dashiell Hammett avec La Moisson Rouge, parce que je trouve que ce sont les 2 grands romans de cet écrivain américain. Le Faucon maltais, donc, c'est un roman qui est publié aux États-Unis, je dirais à une année près, mais je pense que c'est à peu près certain que c'est en 1930, 1929 et 1930. Gardez juste en tête que c'est un roman qui met en scène un détective privé du nom de Sam Spade. C'est la seule fois, je dirais presque malheureusement, c'est la seule fois que Dashiell Hammett mettra en scène ce formidable personnage dans un de ses romans. Gardez en tête surtout le fait que dans le Faucon maltais, Dashiell Hammett, qui avant de devenir l'un des grands auteurs de romans noirs américains, était auparavant détective privé lui-même. Il travaillait pour une agence qui s'appelait l'agence Pinkerton. Et donc véritablement, le Faucon maltais, en fait, puise dans ses souvenirs. Donc véritablement, quand vous allez voir dans le film, parmi les méchants du film, vous allez voir un couple formidable, incarné par Sidney Greenstreet et Peter Lorre. Peter Lorre, pour vous dire, Peter Lorre, c'est l'acteur allemand d'origine hongroise qui joue le criminel dans M. le Maudit de Fritz Lang. Vous allez le reconnaître immédiatement avec ses yeux globuleux, sa tignasse brune. C'est quasiment un acteur, c'est l'acteur faustien par excellence, quoi. Véritablement né pour incarner un personnage pareil. Et il est en couple avec un autre comédien qui s'appelait Sidney Greenstreet et qui était un comédien obèse. Et donc l'idée justement c'était que c'est un comédien qui prenait véritablement toute la surface. Dans les souvenirs de Dashiell Hammett, il avait eu affaire à des collègues détectives privés. L'un était obèse et l'autre avait justement un air véritablement très sombre qui ressemblait à celui de Peter Lorre. Contrairement à ce que le Faucon maltais fait un effet considérable, c'est un succès de librairie, et puis c'est un livre qui est immédiatement acheté par les producteurs hollywoodiens, en l'occurrence par une maison de production qui allait devenir un très grand studio, les studios Warner, qui s'étaient déjà spécialisés à partir des années 30 dans le film criminel. Sauf que dans les années 30, le film criminel, au studio Warner, c'était un film qui avait une très forte connotation sociale. On mettait en scène des gens issus du prolétariat, des immigrés, et c'était véritablement un dialogue entre des gens venus de l'étranger et qui sombraient
dans le monde criminel. À partir de la fin des années 30, Warner poursuit cette tradition, mais la poursuit à travers des personnages de détectives privés. Donc, la Warner avait acheté presque immédiatement les droits du film de Dashiell Hammett, et avant que Huston réalise Le Faucon Maltais, en fait, il y avait déjà eu 2 versions au cinéma de ce film. Une réalisée par un émigré autrichien, très bon metteur en scène, William Litterley, mais dans une mauvaise adaptation. Et une autre d'un metteur en scène, c'était Roy Delrus. 2 adaptations médiocres qui modifiaient de manière significative le roman. Elle adaptait, mais il était assez peu fidèle. Alors, bien souvent, l'infidélité à un roman est la condition d'une bonne adaptation à l'écran. Ce qui est frappant dans l'adaptation de John Huston, donc John Huston, c'est Le Faucon Maltais, son premier film, le premier film qu'il réalise. Auparavant, c'est un très grand scénariste, sous contrat avec la Warner. Quand je dis sous contrat, c'est qu'à l'époque, il faut vous rendre compte que dans le cinéma hollywoodien, tous les talents, c'est-à-dire réalisateurs, scénaristes, acteurs, chef opérateur, était sous contrat avec un studio. Donc, étant sous contrat avec un studio, il ne pouvait pas travailler pour une autre compagnie. Donc, véritablement, on était en pleine taylorisation, la taylorisation des talents. C'est que chaque studio de cinéma avait ses talents sous sa coupe, et véritablement, ils obéissaient aux ordres. Et donc, John Huston était un scénariste maison. Donc, scénariste maison Warner. Le passage de l'écriture à la mise en scène, à cette époque, était véritablement peu courant. Cela n'existait pratiquement pas de passer de l'écriture à la mise en scène. Vous étiez véritablement dans une case et vous ne quittiez plus cette case. Comment Huston est parvenu justement à quitter cette case, à passer d'une case à une autre? Tout simplement parce qu'il était plus talentueux, peut-être plus talentueux que d'autres, mais surtout beaucoup plus rusé. Et l'idée d'Huston, c'était, mais je veux passer à la mise en scène, mais mes employeurs me disent, non, ça ne se fait pas. Donc Huston se dit, je vais adapter un roman qu'il a certes été déjà à 2 reprises, mais vu que la Warner a les droits de ce roman, et a les droits, peut l'adapter autant de fois qu'il le souhaite, je leur dis, écoutez, laissez-moi adapter ce livre, déjà ça ne vous coûte rien, puisque vous en avez déjà payé, vous avez déjà payé les droits d'adaptation, et ils vous ont été, en fait, bon là, vous avez récupéré votre somme depuis longtemps. Donc l'idée d'Huston, c'est, laissez-moi faire une nouvelle version de ce roman, mais alors on se dit, mais pourquoi faire une nouvelle version de ce roman, puisque on a déjà vu ce film 2 fois auparavant. Mais comme je vous ai dit, le film n'était pas adapté de manière fidèle. L'idée d'Huston, c'est, il rend un scénario très rapidement au patron de la Warner, et il lui dit, regardez, voilà mon scénario, ce scénario est véritablement conforme au roman. Alors, quand vous entendez ça, vous dites, mais alors si être scénariste, c'est adapter un roman quasiment au pied de la lettre, où est le talent? Le talent, vous allez le voir immédiatement dans le film, le talent est dans l'éclairage, il est dans le choix des comédiens, il est dans la manière de les diriger. Je vais juste vous donner un exemple pour que vous en preniez conscience. C'est, faites attention au débit à l'élocution de Marie Astor qui joue la femme fatale du film. Elle a l'air dans son élocution, vous verrez, constamment affolée, à bout de souffle, presque, vous voyez, à lapin pris dans les phares. Comment est-ce que Huston obtenait cet effet? C'est très simple, c'est qu'entre chaque prise, il lui demandait de sortir du studio, mais c'était littéralement un studio, un hangar de tournage, et il lui demandait de courir. Si bien qu'à chaque fois qu'elle arrivait devant la caméra, elle était essoufflée. Donc c'est un des effets Un des autres effets de mise en scène du film, c'est le film est constamment raconté du strict point de vue du détective privé incarné par Humphrey Bogart. À l'exception d'une seule scène, vous verrez, nous sommes en permanence en compagnie d'Humphrey Bogart. Il n'y a rien
qu'il sache que nous ne sachions pas, et le spectateur n'est jamais en avance sur lui. On est avec lui véritablement durant tout le film. Je vous demanderai également d'être très attentif à une scène absolument formidable où on nous raconte l'origine du faucon maltais, en l'occurrence le faucon maltais, ce faucon en or avec des pierres précieuses. D'ailleurs, Hamet, quand il était détective, avait dû rechercher une espèce d'oiseau en pierres précieuses, enfin quelque chose comme ça. Donc même ce faucon maltais a une origine dans le vécu de Hamet. Soyez attentifs à cette scène-là, parce que c'est un plan séquence de 7 minutes qui est absolument formidable. Et véritablement, c'est assez impressionnant de voir comment John Huston, qui était à ce moment-là un homme de l'écrit, catalogué par un homme de l'écrit, se révèle immédiatement comme un metteur en scène de repère. Je voudrais dire un dernier mot sur le choix de Humphrey Bogart, donc dans le rôle principal, donc celui de Sam Spade. Vous connaissez tous Humphrey Bogart, et pour tout le monde, bon c'est clair, Humphrey Bogart, figure majeure, star hollywoodienne, figure majeure de l'époque. À l'époque, au moment où Bogart tourne Le Faucon Maltais, c'est pas du tout une star de cinéma. C'est essentiellement un second rôle. Ce qui me frappe, c'est quand vous voyez les films tournés par Bogart tout au long des années 1930, il est bon, mais il n'est pas plus bon que ça. Il ne frappe pas l'esprit plus que ça. On ne se dit pas, tiens, c'est une figure de star de cinéma, il serait temps de lui confier un rôle. Jamais, absolument pas. Et en fait, Bogart hérite du rôle, tout simplement, faute de combattants. Aucune star hollywoodienne n'a voulu de ce film, parce que tout simplement, on ne connaissait pas le réalisateur, et puis la lecture du scénario ne convainquait personne. Si bien que Bogart arrive sur le film, faute de combattants. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès le premier plan, on se dit aucun autre comédien ne peut incarner Sam Spade. C'est que Bogart, qui est un comédien presque moyen en second rôle, s'avère un comédien génial en premier rôle. Et il endosse ce fameux imperméable comme s'il s'agissait d'une seconde peau. Ce qui ne cesse de me fasciner parce que c'est véritablement un destin incroyable. C'était, vous voyez, 4 jours avant le début du tournage du Faucon Maltais, c'est une autre star de cinéma, George Raft, qui devait le tourner. George Raft avait dit, vraiment 4 jours avant le début du tournage, moi finalement je ne veux pas le tourner, ça ne m'intéresse pas, je pense que ce film, dans le télégramme envoyé au patron de la Warner, George Raft écrivait c'est un film qui ne peut pas marquer l'histoire du cinéma. Bon, ce qui s'appelle un choix malheureux. Et vous voyez, Bogart arrive véritablement en roue de secours, il ne tourne pas le Faucon Maltais, personne ne saurait qui il est, il serait passé à côté de sa carrière. Et il tourne le Faucon Maltais et il incarne l'anti-héros par excellence. Une espèce de salaud, mais qui, derrière justement son comportement de salopard, révèle une éthique assez particulière. En fait, un personnage à la psychologie si étonnante qu'on n'a encore jamais vu ça à l'écran. Et ça, c'est le Faucon Maltais. Une dernière chose, je ne veux pas vous révéler la fin, mais quand vous allez voir la fin, vous allez découvrir une des plus belles répliques de l'histoire du cinéma. Vraiment. Et puis une réplique, vous voyez, qui presque enrobe le film. Vous voyez, c'est pas comme si le film est un gigantesque paquet cadeau. Il lui manque juste, vous voyez, le ruban pour l'attacher. Et la dernière réplique du film, c'est exactement cela. Cette dernière réplique du film ne sort pas du roman d'Achille Hamet, comme c'était souvent écrit. Elle n'est pas l'œuvre de John Huston, ou plutôt John Huston disait, à une époque disait, bon, je l'emprunte à Shakespeare, en l'occurrence, il l'a emprunté à Shakespeare, et c'est pas Huston qui l'a emprunté à Shakespeare, l'idée de la fin, c'est justement Humphrey Bogart. Donc pour vous dire à quel point le cinéma est un médium de collaboration, et les comédiens géniaux ont
régulièrement des idées de génie qui permettent à un film de monter sur des cimes véritablement supérieures. Encore une dernière chose, là je vous laisse après, c'est bon, je vous aurai le droit de voir votre film. Le Faucon Maltais est un film sur la recherche d'une illusion, comme vous allez le découvrir. On a bien compris que Huston, pour Huston, c'était reprendre le roman d'Achille Hamet, c'était un moyen de trouver une porte d'entrée pour passer derrière la caméra. Mais ce film qui est, ce roman et ce film qui sont à la recherche d'une illusion, en fait, ça va devenir le thème majeur de l'œuvre de John Huston. C'est-à-dire que dans les plus grands films de John Huston, ces personnages sont toujours à la recherche d'une chimère. Ce qui fait que Huston, quelques années plus tard, va réaliser Le Trésor de la Sierra Madre, sur des individus obsédés par la recherche d'un trésor qui s'avérera être non pas de l'or, mais du mica, c'est en l'occurrence une matière qui ne vaut strictement rien. Plus tard, Huston adaptera Moby Dick, qui est presque un roman qui était fait pour lui, parce que justement, c'est Moby Dick qui est sur la recherche de cette fameuse baleine blanche, mais essentiellement d'une illusion. Et régulièrement, en fait, Huston mettra en scène des personnages obsédés et perdus dans cette obsession. Et en fait, le Faucon Maltais, on va dire, le maître étalon en fait, de cette thématique, de ce très grand metteur en scène. Bon film. Si vous avez des questions, je leur répondrai avec plaisir. Je voulais savoir si le film a eu du succès. Attendez, on va vous donner... Oui, bonsoir. Merci pour la projection et la présentation du film. Et je voulais savoir si le film a eu du succès tout de suite et qu'est-ce que la critique a dit et si c'est le film qui a lancé la carrière d'Humphrey Bogart, qu'est-ce qui a été souligné dans son jeu? Alors, le film a été un énorme succès commercial et critique. Ça c'est clair, donc il a immédiatement mis John Huston sur la carte des gros metteurs en scène. Ce qui s'est écrit exactement à l'époque, ça je pourrais pas vous dire. Il faudrait que je me plonge dedans. Ce qui est certain, c'est que Bogart est immédiatement devenu une star, quoi. Enfin, je veux dire, après le film, je veux dire, c'était la question de savoir s'il était une vedette ou non ne se posait plus, quoi. Ça a tout changé. Par contre, le film, enfin donc l'emploi du détective privé a marqué la carrière de Bogart de manière indélébile, puisqu'en fait, Bogart va jouer en fait les deux grands détectives privés du roman nord-américain, Sam Spade dans Le Faucon Maltais, et puis un petit peu plus tard, Philippe Marlowe dans Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Donc Bogart sera marqué au fer rouge par ses rôles de privé, au point où c'est impossible de penser à un privé sans penser à Bogart. La collaboration John Huston-Bogart va se prolonger au fil des ans. Alors elle se prolonge naturellement parce que, bon, comme je vous expliquais, les talents étaient sous contrat avec les studios. Donc comme Huston et Bogart étaient sous contrat avec la Warner, ils étaient amenés à retravailler beaucoup plus facilement parce que c'était des employés maison. Donc, dans les années qui vont suivre, Huston va tourner Key Largo avec Bogart, et puis surtout Le Trésor de la Sierra Madre, qui est vraiment un des très très grands films de Huston et un des très grands Bogart. Question complémentaire par rapport au roman de Dashiell Hammett. Vous disiez qu'une bonne adaptation ne suit pas exactement l'histoire. Et qu'en est-il pour ce film-là par rapport aux deux précédents dont vous disiez qu'ils avaient pris
des libertés. Là, véritablement, l'adaptation suit le roman quasiment à la lettre. Vraiment. Alors, pourquoi, vous allez me dire, alors, bon, quand on voit le film, on se dit, mais pourquoi changer quelque chose Alors, ce qui avait été changé dans les deux films précédents, c'était en fait toute l'ambiguïté qu'il y a dans le roman. C'est-à-dire que l'idée d'un personnage d'un personnage central, donc d'un héros qui est extrêmement ambigu. Vous voyez, d'emblée, on découvre que Sam Spade trompait, enfin, je veux dire que couchait avec la femme de son associé. Donc c'est quelque chose qui estimait-on à l'époque, passait mal auprès du public. Il y a une autre chose aussi, c'est, vous voyez bien la relation triangulaire qu'il y a avec les trois méchants du film. Clairement, dans le roman d'Achille Hamet, c'est une relation homosexuelle. Enfin, je veux dire, dans le roman, il n'y a pas de doute. Dans le film de Huston, eh bien, une fois que je vous ai dit ça, vous tombez pas de votre chaise, quoi. Vous voyez bien que les rapports entre les trois personnages sont assez troubles, assez étranges. Il y a question de femmes chez eux, quoi. Je veux dire, les femmes font clairement pas partie de leur horizon. Donc, l'homosexualité, donc dans le roman d'Ahmed, faisait peur aux adaptateurs, quoi. Ils disaient, c'est pas ce qui va peur au public, et puis surtout, la censure ne voulait surtout pas de ça. Mais bon, Huston était arrivé à la contourner. Donc en fait, la réalité du roman de Hamet faisait peur, quoi, auparavant. Et Huston s'est dit, non, pourquoi en avoir peur? J'ai tout simplement, je veux dire, prendre le roman véritablement pour ce qu'il est. En fait, c'est l'idée de génie qui est une idée simple, mais enfin souvent les bonnes idées sont simples. En revanche, les moyens que trouve Huston pour dynamiser une intrigue qui est par ailleurs assez statique, parce qu'en fait, à le repos, il ne se passe pas énormément de choses, et puis surtout, il y a assez peu d'action. En revanche, par des mouvements de caméra assez astucieux, par une lumière très inventive, on n'a jamais l'impression d'être au théâtre dans ce film. Et donc, clairement, on comprend bien que ça a été fait pour très peu d'argent. C'était le seul moyen pour un scénariste de convaincre des producteurs de le laisser réaliser un film. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Merci beaucoup. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour appuyer ce que vous disiez au début, c'est-à-dire la grande interprétation des acteurs. C'est épatant. Tous les acteurs sont formidables. Ils sont d'emblée, il y a quelque chose de très direct tout de suite. Et ça tient également à la mise en scène. Oui. Mais c'est extrêmement direct. On a tout de suite l'histoire et les acteurs ont tout de suite un tempérament extrêmement fort. La femme fatale, comme vous disiez, mais Peter Lorre aussi, Bogart, tous. Et ça, c'est étonnant. Oui, alors, pareil, bon, il faut toujours être... Bon, ça fait... Bon, le sens du casting fait partie quand même du talent d'un grand metteur en scène. Donc, il fallait quand même être capable de deviner que Bogart pouvait être un aussi immense acteur, puisque ça avait quand même échappé à tout le monde jusque-là. Clairement, Fred Bogart dans un film auparavant, c'était, donc je disais tout à l'heure, c'était un second rôle, mais c'était un second rôle donc qui mourait en milieu de film. Il ne mourrait pas très bien d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien d'inoubliable dans sa façon de disparaître. Donc, il fallait être capable de déceler chez cet acteur quand même un potentiel bien plus important. L'acteur qui joue Caspar Gutmann, donc l'espèce de criminel ventripotent, donc Sidney Greenstreet, c'était un acteur de théâtre. Il n'avait jamais fait de cinéma auparavant. Quand vous le découvrez ici, il a la force de l'évidence. Quand on se demande, mais bon, on a du mal à se passer de lui, quoi, quand il n'est plus à l'écran.
Encore une fois, bon, bah, c'est un acteur que John Huston est allé, pour le coup, il n'était pas en magasin, hein, enfin, il n'était pas dans le magasin Warner, Sidney Green Street, donc fallait être capable de trouver un phénomène pareil. D'ailleurs, dans les années qui vont suivre, en fait, Sidney Green Street et Peter Lorre, en fait, feront l'essentiel de leur carrière ensemble. Ce sera un couple de cinéma. Ils se tourneront régulièrement ensemble. D'ailleurs, je veux dire, c'était devenu un couple de cinéma ça entend. Est-ce que vous pouvez revenir sur la fin du film, inspiré par Bogart? Oui. Bah, la fameuse ligne à propos du Faucon maltais, quoi. Lorsqu'on demande à Bogart, mais qu'est-ce que c'est que ça, il lui répond It's the stuff dreams are made of. Donc c'est l'étoffe dont les rêves sont faits. C'est une phrase de Shakespeare. Elle n'est pas dans le roman d'Achille Annette. Naturellement, tout le monde s'est tourné vers Huston pour lui dire mais est-ce que c'est votre idée, puisque c'est lui qui avait écrit le film, donc il n'a pas eu de mal pendant longtemps à répondre non, avant finalement, au bout de quelques années, de lâcher que c'était pas son idée, c'était celle de Humphrey Bogart. Donc c'est une ligne merveilleuse, quoi, parce qu'en fait, ce pourquoi se battent tous les personnages du film, c'est rien du tout, c'est du vent. Il y a une autre question? Bon. Merci beaucoup.